Dans les collines vallonnées du Kentucky, où la brume matinale s'accroche encore aux prairies oubliées, se dressent les ruines en décomposition de ce qui fut autrefois Pleasant Hill, une communauté Shaker qui disparut du jour au lendemain en 1834. Plus de 300 âmes se sont simplement volatilisées sans laisser la moindre trace, ne laissant derrière elles que des bâtiments vides et un silence si profond que les habitants refusent encore de s'y aventurer après la tombée de la nuit. Pendant près de 2 siècles, l'État du Kentucky a gardé les dossiers officiels scellés, enfouis dans des archives que peu ont osé consulter. Mais des témoignages récemment découverts d'un inspecteur venu de l'Ohio révèlent une vérité si terrifiante qu'elle remet en question tout ce que l'on pensait savoir sur les communautés religieuses américaines. Ce qui s'est passé à Pleasant Hill n'était pas seulement une tragédie, mais 27 années de terreur systématique déguisées en dévotion sacrée. Avant de dévoiler la sombre vérité que les autorités ont tenté désespérément de dissimuler, je dois vous demander quelque chose. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour ceux qui ont le courage d'affronter les recoins les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous faites partie de ces rares personnes qui recherchent ces vérités cachées, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Maintenant, remontons le temps pour découvrir comment la cupidité d'une famille a transformé une communauté sacrée en quelque chose de bien plus sinistre. Ce qui avait commencé en 1807 comme un phare de pureté spirituelle allait devenir l'un des secrets les mieux gardés du Kentucky, orchestré par une famille dont la corruption dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. En 1807, la deuxième grande vague de réveil religieux balayait le Kentucky tel un incendie. Dans cette atmosphère de ferveur spirituelle, Pleasant Hill émergea comme un refuge pour ceux qui cherchaient à vivre selon les principes Shakers, le célibat, la propriété collective et la séparation du monde corrompu. Nichée dans la fertile région de Bluegrass, près de Harrodsburg, la communauté attira des centaines de convertis qui abandonnèrent volontiers leurs biens terrestres, en échange de la promesse de perfection spirituelle. Au cœur de cette communauté apparemment pieuse se trouvait la famille Richardson, dont l'influence imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne. L'aîné Samuel Richardson, un homme grand aux yeux gris perçants et à la voix capable de captiver n'importe quelle congrégation, était arrivé de l'Ohio en affirmant avoir été ordonné directement par les disciples de Mère Ann Lee. Son apparence soigneusement entretenue, toujours vêtu de l'habit Shaker simple mais impeccable, et sa connaissance encyclopédique de la théologie Shaker convainquirent même les visiteurs les plus sceptiques. Sa femme, sœur Martha Richardson, avait publiquement renoncé à leur mariage pour respecter le vœu de célibat Shaker, tout en poursuivant secrètement leur relation dans les appartements privés de Samuel. Martha possédait une capacité presque surnaturelle à lire les motivations et les peurs des gens, un don qu'elle utilisait avec une efficacité redoutable pour gérer les dynamiques sociales complexes de la communauté. Son ton doux et son sourire bienveillant masquaient une intelligence calculatrice qui intimidait autant qu'elle fascinait ses rivaux. Leur réseau familial s'étendait dans toute la communauté comme les racines d'un vieux chêne. Leur fils aîné, frère Ézéchiel Richardson, un homme large d'épaules, à la prestance imposante, dirigeait les vastes opérations agricoles de la communauté. Il avait transformé les fermes de Pleasant Hill, autrefois de simple subsistance, en une entreprise commerciale approvisionnant les marchés de la vallée de l'Ohio. Son frère cadet, frère Caleb Richardson, servait de chef de sécurité non officiel, surveillant les conversations et la correspondance des membres avec une efficacité qui aurait impressionné n'importe quel service de renseignement moderne. Sœur Rebecca Richardson, la fille aînée de Samuel et Martha, supervisait les dortoirs des femmes et l'intégration des nouveaux membres. À 28 ans, elle n'avait jamais été mariée et canalisait ce que les observateurs décrivaient comme des instincts maternels, féroces dans la gestion des femmes de la communauté.
sa capacité à déconstruire les défenses psychologiques et à reconstruire les personnalités selon les exigences des Richardson était devenue légendaire parmi ceux qui survécurent à ces séances de conseils spirituels. La plus jeune fille, sœur Patience, gérait les registres officiels et la correspondance. Bien qu'elle n'ait que 24 ans, elle possédait un talent de faussaire remarquable, capable d'imiter n'importe quel appât de l'écriture après quelques jours d'observation. Sa tenue méticuleuse des archives créait une façade documentaire parfaite, protégeant les activités de la famille de toute enquête extérieure. Le frère de Samuel, frère Jeremiah Richardson, contrôlait les ateliers de menuiserie, une activité lucrative. Maître artisan, avant même que la corruption ne s'installe, il maintenait la qualité du mobilier de Pleasant Hill, prisé dans tout le Kentucky, et au-delà. Ses ateliers employaient près de 50 membres de la communauté dans ce qui semblait être un travail artisanal digne, mais qui fonctionnait en réalité comme un système de travail forcé. Le cousin de Samuel, frère Isaiah Richardson, gérait leur florissant commerce de semences desservant des fermes dans 3 États. Ses voyages mensuels lui offraient une couverture parfaite pour des activités que ses partenaires commerciaux auraient trouvées horrifiantes. Son allure douce et son expertise agricole lui valaient la confiance d'agriculteurs de l'Ohio au Tennessee, tandis que ses véritables intentions restaient soigneusement dissimulées. La sœur de Martha, sœur Anna Collins, supervisait les cuisines et la distribution alimentaire. Son contrôle sur la nutrition lui permettait de récompenser l'obéissance et de punir la dissidence de manière subtile, presque invisible aux yeux extérieurs. Elle avait étudié les effets de diverses herbes et substances, un savoir qu'elle utilisait avec une précision scientifique pour manipuler la santé mentale et physique des membres. Même les membres les plus âgés jouaient un rôle crucial. La mère de Samuel, mère Sarah Richardson, servait de symbole vivant de l'authenticité spirituelle de la communauté. Sa présence renforçait la crédibilité des affirmations de Samuel quant à ses liens anciens avec les Shakers, tandis que sa fragilité apparente la rendait insoupçonnable. En réalité, mère Sarah était la véritable stratège du clan, dont les décennies d'expérience en manipulation guidaient les plans à long terme. Le plus jeune frère, frère Nathan Richardson, gérait les relations externes avec les autorités locales et les communautés voisines. Son charme et sa sincérité apparente avaient convaincu le shérif William Morrison du comté de Mercer que Pleasant Hill était une communauté religieuse exemplaire, méritant protection et soutien. Les dons réguliers de Nathan aux églises et associations locales achetaient une bienveillance précieuse lorsque des soupçons surgissaient. La réputation de Pleasant Hill se répandit dans tout le Kentucky. Les visiteurs admiraient ces bâtiments impeccables construits grâce à des profits apparemment légitimes, et ces jardins parfaitement ordonnés, entretenus par des membres travaillant de l'aube au crépuscule. L'harmonie apparente des quelques 400 membres impressionnait même les observateurs les plus méfiants qui ne voyaient aucun signe évident de coercition. Ce que les étrangers ne pouvaient pas percevoir, c'était la toile de surveillance et de contrôle méticuleuse que la famille Richardson avait tissée. Chaque aspect de la vie communautaire passait par eux. Aucun membre ne pouvait quitter les lieux sans escorte, et chaque déplacement devait être justifié et surveillé. La famille avait créé ce que les psychologues modernes qualifieraient d'environnement totalitaire parfait. L'information circulait uniquement du sommet vers la base, la surveillance éliminait toute dissidence. L'isolement géographique et psychologique rendait la résistance non seulement impossible, mais impensable. Les nouveaux venus subissaient un processus d'endoctrinement soigneusement conçu, supervisé par Martha et Rebecca, qui durait environ 6 mois. À la fin, ils étaient transformés en disciples obéissants, incapables de remettre en question l'autorité familiale sans y voir une offense à Dieu lui-même. Le premier signe de fissure dans cette façade parfaite apparut par une froide matinée de février 1812, lorsque frère Thomas Whitman, un riche marchand ayant donné toute sa fortune à la communauté 5 ans plus tôt,
posa des questions gênantes sur les finances lors d'une assemblée publique. Arrivé à Pleasant Hill en 1807, ce veuf d'une cinquantaine d'années avait tout perdu lors d'une épidémie de choléra et trouvé refuge dans la promesse Shaker de fraternité spirituelle et d'éternité. Sa donation d'un commerce florissant et de vastes propriétés avait permis à la famille Richardson d'établir ses opérations à grande échelle. Pendant 5 ans, Thomas avait été un membre modèle, travaillant sans relâche sous la direction d'Ézéchiel, mentorant les jeunes convertis, sans jamais remettre en cause l'autorité du clan. Sa transformation d'un homme d'affaires prospère en humble frère Shaker impressionna les visiteurs et renforça la réputation de la communauté pour son authenticité spirituelle. Mais le passé de Thomas dans le commerce faisait de lui le seul capable de remarquer des incohérences qui échappaient aux autres membres. Son œil exercé pour les détails financiers, combiné à son accès à certains registres opérationnels grâce à son travail agricole, lui permit peu à peu de découvrir des anomalies qui troublaient sa conscience. Les bénéfices du commerce de semences rapportés par le frère Isaiah ne correspondiront pas au montant que Thomas avait observé lors de ses visites chez les clients. Les revenus des ateliers de meubles semblaient impossiblement élevés compte tenu du nombre d'articles produits. Plus déroutant encore, le nombre de membres de la communauté ne correspondait pas aux registres de consommation qu'il tenait pour les provisions et les vivres. « Frères et sœurs, déclara Thomas en se levant lors de la réunion mensuelle, ses mains calleuses tenant plusieurs pages de chiffres soigneusement calculés. J'ai prié au sujet de certaines inquiétudes qui pèsent lourdement sur mon cœur. Notre communauté bénie prospère au-delà de toute mesure. Pourtant, je vois dans nos registres des contradictions qui troublent mon âme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Autour de la salle bondée, les membres de la famille Richardson échangèrent des regards rapides, mais chargés de sens. Le visage de Samuel Richardson resta serein, ses mains posées paisiblement sur ses genoux. Mais ceux qui le connaissaient bien remarquèrent un léger durcissement autour de ses yeux. Le doux sourire de sœur Martha ne vacilla pas, mais ses jointures blanchirent, tandis qu'elle serrait de plus en plus fort son livre de prière. « Le commerce de semences », poursuivit Thomas, sa voix gagnant en assurance. Le frère Isaiah a déclaré des profits de $800 pour les clients de l'Ohio le trimestre dernier. Mais lorsque j'ai livré moi-même des fournitures à ces fermes, j'ai calculé des ventes qui auraient dû générer près de $1 200. Où était passée cette somme manquante? Le frère Caleb Richardson se leva de sa chaise près de la porte, ostensiblement pour vérifier la température de la pièce. Mais son mouvement le plaça entre Thomas et la sortie. Les yeux de sœur Rebecca restaient fixés sur le visage de Thomas, analysant chacune de ses expressions pour une future évaluation. Autour de la salle, les autres membres de la famille Richardson se repositionnèrent subtilement, tissant une toile presque imperceptible de surveillance et de contrôle. De plus, continua Thomas, apparemment inconscient du danger dans lequel il s'aventurait, nos registres indiquent 400 âmes, mais notre consommation de nourriture suggère que nous ne nourrissons qu'environ 250 personnes. Les ateliers de meubles du frère Jérémia prétendent employer 50 membres, mais je n'en compte que 37 qui se présentent régulièrement au travail. Ces chiffres ne concordent pas. Et en tant qu'intendant des dons de Dieu, ne devrions-nous pas exiger l'exactitude dans nos comptes? La réponse ne vint pas de Samuel, mais de mère Sarah Richardson, dont la voix âgée porta à travers la salle silencieuse avec une autorité inattendue. « Frère Thomas, dit-elle d'un ton mêlant douceur et avertissement à peine voilé, vos inquiétudes montrent un cœur encore attaché aux pensées du monde. Dans notre communauté bénie, nous faisons confiance à nos dirigeants, guidés par la sagesse divine, pour gérer toutes les affaires temporelles à notre bénéfice spirituel. Peut-être avez-vous besoin de temps pour la prière et la réflexion, afin de surmonter ces doutes qui troublent votre foi. » Samuel hocha gravement la tête, affichant une expression paternelle pleine de sollicitude. « Frère Thomas,
Votre dévouement au bien-être de notre communauté me touche profondément. Mais peut-être votre esprit est-il encore troublé par les souvenirs de votre ancienne vie mondaine. Sœur Hannah, pourriez-vous préparer à frère Thomas un peu de votre tisane spéciale à la camomille? Je crois qu'il a besoin de repos et de réflexion pour apaiser ses pensées. La réunion continua encore 1 heure, mais les questions de Thomas Whitman avaient se brisé l'atmosphère. Les autres membres évitaient désormais son regard, trouvant soudain des raisons pressantes pour feuilleter leurs livres de prière ou ajuster leurs vêtements. Les interventions de la famille Richardson sur les points suivants furent teintées d'une tension nouvelle. Ce soir-là, Thomas fut retrouvé mort dans son lit de dortoir par sœur Rebecca, qui découvrit le corps lors de son inspection du soir. Sa déclaration en larmes à la communauté décrivit une mort paisible. Frère Thomas est passé doucement dans son sommeil, rappelé par le Seigneur après avoir confessé son péché de doute pendant la prière du soir. Ces derniers des mots, affirma-t-elle, furent pour des excuses pour avoir laissé les soucis du monde obscurcir sa vision spirituelle. La communauté accepta cette explication avec la foi résignée à laquelle elle avait été conditionnée. Après tout, remettre en question la version de la direction revenait à remettre en question la volonté de Dieu. Le lendemain, les funérailles de frère Thomas devinrent une leçon sur les dangers de laisser les préoccupations matérielles interférer avec la soumission spirituelle. Mais la jeune sœur Mary Caldwell, chargée du nettoyage des dortoirs, remarqua des détails qui la hantaient toute sa vie. En entrant dans la chambre de Thomas, elle fut frappée par l'odeur d'amande amère qui persistait malgré les fenêtres ouvertes. Les ongles de Thomas étaient dormis d'un bleu étrange qu'elle n'avait jamais vu, même sur le corps de son propre grand-père. Plus troublante encore, elle remarqua des traces de mousse blanche autour de sa bouche, que sœur Rebecca avait soigneusement essuyées avant d'appeler à l'aide. Mary observa avec horreur le frère Caleb recueillir tous les papiers personnels de Thomas, y compris les calculs financiers qui avaient déclenché la crise. Ces documents, ainsi que ses livres de comptes et sa correspondance, furent de brûler cette nuit même dans la cheminée commune lors d'une cérémonie de purification dirigée par Samuel Richardson pour libérer notre espace sacré des attachements terrestres. La réaction de la communauté révéla à quel point les Richardson contrôlaient de l'information et les émotions. En quelques heures, sœur Martha menait des cercles de prière où les membres confessaient leurs propres doutes, instaurant une atmosphère où remettre en cause l'autorité équivalait à un échec spirituel. Le frère Ézéchiel organisa des journées de travail intensifs, maintenant les potentiels questionneurs occupés du lever au coucher du soleil. Le frère Jérémia dirigea des discussions sur les dangers de contester l'autorité spirituelle, utilisant Thomas comme un exemple de la chute de ceux dont la foi vacille. Le plus terrifiant fut la rapidité avec laquelle la mémoire de Thomas Whitman fut effacée. Ses affaires furent redistribuées en quelques jours, son nom retiré des registres de la communauté. En moins d'1 mois, il n'était plus mentionné nulle part, sinon dans une brève note de décès. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Ses questions oubliées, ses inquiétudes rejetées, comme les élucubrations d'un esprit corrompu par le monde. Dans les mois qui suivirent, un schéma commença à émerger, un cycle de contrôle et d'élimination des dissidents qui allait se perfectionner au fil des 20 années suivantes. Les membres qui posaient trop de questions, qui exprimaient d'or le désir de visiter leur famille ou qui parlaient de quitter Pleasant Hill, entraient dans ce que les Richardson appelaient une crise spirituelle, nécessitant une intervention spéciale. Le frère Jérémia mit au point le système de retraite pour gérer la dissidence. Ceux qui doutaient étaient envoyés dans de petites cabanes isolées, soi-disant pour prier et méditer, mais en réalité pour y être retenus. Ces cabanes, construites dans les zones les plus reculées de la propriété, étaient dotées de meubles rudimentaires, de volets épais pouvant être barrés de l'extérieur, et de portes qui ne s'ouvraient que de l'extérieur. Le frère Caleb supervisait la sélection des candidats à la retraite, à travers un réseau d'informateurs qui surveillaient conversations,
lettres et comportements. La sœur Hannah, quant à elle, gérait la correspondance avec les familles. Les lettres de leurs proches, disparues, arrivaient toujours soigneusement rédigées de sa main, imitant parfaitement l'écriture de ceux qui ne reviendraient jamais. L'opération de falsification de Hannah nécessitait une préparation et une planification minutieuse. Elle tenait des dossiers détaillés sur chaque membre de la communauté, comprenant des échantillons de leur écriture, des informations sur leurs parents éloignés et des connaissances sur leur vie avant la conversion qui pouvaient donc être utilisées dans les correspondances falsifiées. Lorsqu'une personne était sélectionnée pour l'élimination, Hannah préparait plusieurs lettres à envoyer sur plusieurs mois, créant l'illusion d'une correspondance continue, expliquant progressivement son absence. Des parents dans l'Ohio recevèrent des lettres émouvantes d'enfants qu'ils ne reverraient jamais, décrivant des révélations spirituelles, les appelant à des missions dans des territoires sauvages de l'Ouest. Des frères et sœurs en Pennsylvanie recevaient des récits détaillés de morts paisibles après de brèves maladies, avec description de dernières paroles et de cérémonies funéraires qui n'avaient jamais eu lieu. Ces lettres étaient de véritables chefs-d'œuvre de manipulation émotionnelle, conçues pour offrir un sentiment de clôture tout en décourageant toute enquête supplémentaire. L'entreprise de semences de frère Isaiah Richardson servait parfaitement de couverture pour se débarrasser des preuves et maintenir les relations extérieures de la communauté. Ces voyages mensuels vers des fermes éloignées offraient des occasions d'enterrer des corps dans des endroits isolés à travers le Kentucky, l'Ohio et le Tennessee, tout en menant des affaires légitimes renforçant sa réputation de marchand fiable et de pieux frère shaker. Les itinéraires d'Isaiah étaient soigneusement planifiés pour remplir plusieurs objectifs. Ses véritables clients lui servirent d'alibi pour ses déplacements, tandis que sa connaissance des propriétés agricoles isolées, acquises au fil des années, lui permettait d'identifier des sites d'enterrement qui ne seraient jamais découverts. Il entretenait des relations avec des fermiers isolés qui accueillaient donc volontiers ses visites et ne questionnaient donc jamais ses demandes occasionnelles de camper sur leur terrain par mauvais temps. Le processus d'élimination était méthodique et efficace. Les corps étaient transportés dans des chariots à semences spécialement modifiés qui semblaient contenir des fournitures agricoles ordinaires, mais comportaient des compartiments cachés pour leur sinistre cargaison. La réputation d'Isaiah pour sa ponctualité et sa fiabilité faisait que ses absences nocturnes passaient inaperçues, ses clients supposant qu'il suivait simplement un emploi du temps exigeant. Lorsque les autorités locales s'interrogeaient occasionnellement sur des disparitions, on leur présentait des registres impeccables tenus par Sir Patience Richardson. Son système de documentation était un chef-d'œuvre de tromperie bureaucratique, démontrant par des papiers soigneusement rédigés que les individus étaient partis volontairement pour d'autres communautés ou étaient morts de causes naturelles, avec enterrement approprié au cimetière communautaire. Les archives de Patience allaient bien au-delà de simples registres d'adhésion. Elles tenaient des dossiers médicaux détaillés pouvant justifier des morts soudaines, des documents de voyage soutenant les affirmations de départ vers d'autres communautés et des fichiers de correspondance contenant à la fois de vraies lettres et des falsifications de Hannah. Son sens de l'organisation garantissait qu'à toute enquête officielle, on puisse répondre avec une documentation convaincante résistant à tout examen superficiel. Le contrôle psychologique que la famille Richardson exerçait était peut-être encore plus terrifiant que leurs crimes physiques. Ils avaient créé un système clos où remettre en question l'autorité équivalait à un échec spirituel, où l'obéissance aveugle était la plus haute vertu et où les membres surveillaient mutuellement leurs pensées et comportements. Les membres restants n'étaient pas seulement des victimes, ils avaient été transformés en complices involontaires de leur propre oppression. La population de la communauté restait stable, autour de 400 membres, malgré le flux constant de nouveaux convertis et les disparitions mystérieuses de plus en plus fréquentes. Cette stabilité était maintenue grâce à ce que frère Caleb appelait en privé la sélection naturelle,
l'élimination systématique de quiconque menaçait le contrôle familial, équilibrée par un recrutement agressif de nouveaux membres dont les dons de propriété finançaient l'expansion de leurs opérations. Les nouveaux arrivants étaient soigneusement sélectionnés par les femmes Richardson, qui avaient développé des méthodes sophistiquées pour identifier les fauteurs de troubles potentiels avant qu'ils n'influencent d'autres membres. Les entretiens d'accueil de sœur Rebecca, menés sous le prétexte de conseils spirituels, servaient en réalité à évaluer le profil psychologique de chaque converti, ses liens familiaux et sa valeur potentielle pour la communauté. Ceux jugés dangereux étaient marqués pour une élimination précoce, tandis que les recrues, jugées là précieuses, subissaient une intense indoctrination visant à effacer leurs anciennes identités. Ce processus, affiné au fil des ans, combinait de véritables éléments spirituels à un abus psychologique systématique, créant des liens traumatiques entre victimes et bourreaux. Les nouveaux convertis étaient isolés du monde extérieur, tout en étant soumis à des périodes alternées d'attention intense et de négligence délibérée, brisant leur défense psychologique et les rendant dépendants de l'approbation des dirigeants. En 1825, Pleasant Hill fonctionnait comme une machine bien huilée d'exploitation, chaque composant œuvrant avec une précision mécanique qui aurait impressionné n'importe quel expert en efficacité. La famille Richardson avait perfectionné ses méthodes au fil de 18 années de pratique, transformant des crimes opportunistes en une entreprise criminelle, sophistiquée et générant d'énormes profits, tout en maintenant une réputation publique irréprochable. La division du travail au sein de la famille avait évolué vers une structure organisationnelle complexe, maximisant l'efficacité et minimisant les risques. Samuel Richardson conservait son rôle de chef spirituel et de visage public de la communauté, prêchant des sermons inspirants qui attiraient régulièrement de nouveaux convertis, tout en gardant les membres concentrés sur les récompenses célestes plutôt que sur les préoccupations terrestres. Sa présence charismatique était devenue légendaire dans les communautés religieuses du Kentucky, des ministres d'autres confessions citant souvent Pleasant Hill comme un modèle de vie chrétienne réussi. Martha Richardson avait développé une véritable science de la manipulation psychologique, étudiant chaque membre de la communauté avec l'attention d'un naturaliste observant des spécimens. Ces méthodes pour briser la résistance individuelle et reconstruire les personnalités selon les exigences de la famille étaient aussi perfectionnées que le processus ne prenait généralement que 3 à 4 mois. Elle tenait des profils psychologiques détaillés de chaque membre, mis à jour régulièrement grâce aux observations de son réseau de parentes et d'informatrices. L'expansion de la communauté avait permis la mise en place d'opérations criminelles plus sophistiquées, générant plusieurs sources de revenus. Les exploitations agricoles de frères Ezekiel Richardson fournissaient désormais des produits aux marchés de Louisville, Lexington et Cincinnati, générant d'énormes profits qui n'apparaissaient jamais dans les registres consultés par les membres. Sa main-d'œuvre non rémunérée, maintenue par la coercition psychologique plutôt que par la contrainte physique, garantissait des coûts de production dérisoires, rendant les fermes de Pleasant Hill incroyablement rentables. Les ateliers de meubles de frère Jeremiah Richardson avaient également prospéré, produisant des pièces vendues dans toute la vallée de l'Ohio et commercialisées comme un véritable artisanat shaker. La qualité demeurait élevée, car Jeremiah maîtrisait réellement le travail du bois, mais la main-d'œuvre était en réalité réduite en esclavage sous le couvert de la dévotion religieuse. Ces ouvriers travaillaient 12 à 14 heures par jour pour fabriquer des meubles vendus à prix d'or, les bénéfices allant entièrement sur les comptes privés de la famille Richardson. Le développement le plus sinistre fut la mise en place d'un trafic humain. La famille avait commencé à vendre des membres de la communauté à des acheteurs exploitant plantations et usines dans le Sud et le Midwest. Cette opération, coordonnée principalement par frère Isaiah lors de ses voyages pour le commerce de semences, générait les marges les plus élevées tout en expliquant les disparitions mystérieuses qui auraient pu autrement attirer l'attention.
Le processus de sélection des victimes du trafic suivait des critères froidement calculés. Les membres jeunes et compétents mais trop indépendants étaient dans les principales cibles, tout comme ceux dont les liens familiaux rendaient trop leur présence à Pleasant Hill problématique. Les acheteurs, convaincus d'acquérir des domestiques sous contrat et non des citoyens libres, payaient donc des sommes considérables pour des travailleurs accompagnés de documents falsifiés prouvant leur servitude volontaire. Sir Rebecca Richardson était devenue la spécialiste de la famille pour briser les nouveaux convertis et déterminer leur destinée. Son évaluation psychologique, déguisée en conseil spirituel, lui permettait de classer les recrues en 3 catégories: les atouts précieux à garder, les victimes destinées à la vente et les individus dangereux à éliminer immédiatement. Les méthodes de Rebecca combinaient guidance spirituelle et abus systématique, créant de puissants liens de dépendance psychologique entre victimes et agresseurs. Elle avait étudié les véritables expériences de conversion des communautés Shakers authentiques, puis perverti ces techniques au service du crime. Ces séances rendaient Toda les convertis psychologiquement dépendants de son approbation, tout en les dépouillant de leur identité et de leurs liens antérieurs. L'isolement de la communauté était devenu à la fois géographique et psychologique. Les membres vivaient dans un environnement fermé où la famille Richardson contrôlait toutes les sources d'informations et leur interprétation. Situés sur des milliers d'acres de terre sous contrôle familial, les membres ne rencontraient presque jamais d'étrangers, sauf lors de visites strictement encadrées dans les villes voisines. Même ces sorties étaient surveillées par des membres de la famille Richardson, qui rapportaient toute conversation, trahissant une éventuelle désobéissance. La famille entretenait des relations étendues avec les autorités locales, garantissant une protection contre tout examen officiel. Le shérif William Morrison du comté de Mercer était devenu essentiellement un allié rémunéré, recevant des dons réguliers pour ses campagnes et des versements sur ses comptes personnels en échange de son présupposé que Pleasant Hill était une communauté religieuse modèle méritant protection plutôt qu'enquête. Ces relations s'étendaient à toute la structure du pouvoir régional. Le charme de frère Nathan Richardson avait gagné des alliés parmi les commerçants, les politiciens et les chefs religieux locaux qui voyaient en Pleasant Hill un atout économique et spirituel pour leur communauté. Les activités commerciales légitimes de la communauté assuraient des revenus fiscaux importants et des emplois qui rendaient les autorités locales réticentes à enquêter sur les rumeurs ou les plaintes. Les mécanismes de contrôle psychologique avaient évolué pour inclure des rituels et cérémonies élaborés renforçant la dépendance des membres tout en identifiant les dissidents potentiels. Les offices de Samuel Richardson combinaient dans des éléments authentiques du culte Shaker avec une manipulation psychologique subtile, créant des états de conscience altérés, où toute pensée critique devenait impossible. Ces offices duraient souvent des heures, laissant les participants émotionnellement épuisés et vulnérables à la suggestion. Les sessions de confession du soir, dirigées par différents membres de la famille Richardson, servaient plusieurs objectifs au-delà de la simple guidance spirituelle. Elles te permettaient d'identifier les membres nourrissant des doutes ou des ressentiments, créaient une pression publique pour la conformité par la honte et la culpabilité et offraient à la famille des renseignements sur les conversations et relations privées susceptibles de menacer leur contrôle. Le processus de confession était devenu de plus en plus sophistiqué, chaque membre de la famille se spécialisant dans un type particulier d'information. Sœur Rebecca se concentrait sur les relations et attachements émotionnels pouvant encourager la résistance, tandis que frère Caleb s'occupait des préoccupations pratiques comme les plans de fuite ou les contacts avec les autorités extérieures. Sœur Anna surveillait les confessions pour y repérer des informations sur des proches extérieurs à la communauté pouvant devenir problématiques s'ils commençaient à poser des questions. Mère Sarah Richardson, malgré sa fragilité apparente, était devenue le cerveau stratégique de la famille, dont des décennies d'expérience en manipulation
guidait la planification à long terme. Sa capacité à paraître inoffensive, tout en orchestrant des opérations criminelles complexes, était devenue légendaire parmi les membres de la famille, qui l'appelaient en privé la générale, en reconnaissance de son génie tactique. L'influence de Sarah s'étendait à tous les aspects des opérations, depuis la sélection de nouveaux territoires d'expansion jusqu'à la mise au point de nouvelles techniques de contrôle psychologique. Sa compréhension de la nature humaine, acquise au fil de 70 années d'observation et de manipulation, lui permettait de prévoir comment les individus réagiraient à divers types de pression et de récompenses. Sa vision stratégique avait transformé l'entreprise criminelle familiale d'un simple opportunisme en un modèle d'affaires durable pouvant théoriquement se poursuivre indéfiniment. L'expansion de leurs activités avait exigé des méthodes de plus en plus sophistiquées pour maintenir la sécurité et éviter toute exposition. La famille avait développé des systèmes de communication élaborés permettant la coordination entre leurs différentes entreprises tout en minimisant le risque d'interception par des parties hostiles. Ils utilisaient un langage codé dans leur correspondance, tenaient bon des comptes financiers distincts pour chaque activité et créaient de fausses identités à utiliser en cas de fuite urgente. Le début de la fin du règne de terreur de 27 ans de la famille Richardson provenait d'une source inattendue. Leur propre succès avait attiré l'attention de la direction shaker légitime de l'Ohio. À la fin de 1833, l'Union des communautés shakers de l'Ohio décida d'envoyer l'ancien Joseph Mecham, l'un de leurs dirigeants les plus expérimentés et respectés, pour évaluer Pleasant Hill en vue d'une possible inclusion dans leur alliance formelle de colonies shakers authentifiées. L'ancien Mecham n'était pas le visiteur typique que les Richardson avaient l'habitude de manipuler. Véritable disciple des enseignements de Mère Anne Lee, il avait passé 40 ans dans des communautés shakers à travers New York, l'Ohio et la Pennsylvanie. Il possédait une connaissance intime des pratiques, des registres et de la structure communautaire shakers, le rendant presque impossible à tromper. Sa mission consistait à vérifier que Pleasant Hill suivait réellement les principes authentiques shaker avant de recommander sa reconnaissance officielle et son inclusion dans les processus décisionnels collectifs de l'Union. La demande d'évaluation venait après des années de rapports élogieux sur les réalisations spirituelles et la réussite économique de Pleasant Hill. La direction de l'Ohio avait été impressionnée par les récits de croissance de la communauté, sa réputation d'artisanat de qualité et son apparente réussite à maintenir le célibat et la propriété communautaire pendant plus de 2 décennies. La décision d'envoyer Mecham représentait à la fois un honneur et une menace potentiellement dévastatrice pour le fragile simulacre construit par la famille Richardson. Samuel Richardson accueillit d'abord l'évaluation avec un enthousiasme apparent, convaincu que le vernis, soigneusement entretenu par sa famille, tromperait encore un chef religieux. Après tout, ils avaient réussi à duper des centaines de visiteurs au fil des années, y compris des ministres d'autres confessions qui avaient quitté Pleasant Hill, persuadés de son authenticité spirituelle. Leur expérience dans la gestion des inspections leur donnait confiance dans leur capacité à contrôler le processus et à manipuler les conclusions de Mecham. Mais les premières demandes de Mecham déclenchèrent aussitôt des signaux d'alarme dans tout le réseau Richardson. Contrairement aux visiteurs précédents, satisfaits de visites guidées et de démonstrations mises en scène de la vie communautaire, Mecham voulut examiner les registres financiers remontant à la fondation de la communauté en 1807. Il insista pour parler en privé avec des membres choisis au hasard, sans supervision ni préparation de la part de la famille Richardson. Plus inquiétant encore, il apporta ses propres registres comptables et s'attendait à concilier les chiffres de membres déclarés de Pleasant Hill avec leurs registres de consommation, de production et de correspondance. L'ampleur de l'enquête de Mecham devint claire lors de sa première réunion avec Samuel Richardson, tenue dans la salle principale de la communauté devant les membres dirigeants. « Frère Samuel, » dit Mecham d'une voix calme mais autoritaire, « l'Union de l'Ohio a établi des procédures standardisées pour évaluer les communautés candidates.
nous devrons examiner vos registres de membres, vos comptes financiers, vos correspondances et vos registres d'enterrement des 5 dernières années. Nous devons également mener des entretiens privés avec au moins 50 membres, choisis au hasard. La réponse de Samuel révéla la première fissure dans sa façade habituellement parfaite. Ancien Mecum, nous sommes honorés par votre visite et désireux de démontrer notre engagement envers les enseignements de Mère Anne. Cependant, nos méthodes de tenue de registre suivent les pratiques du Kentucky, qui peuvent différer des normes de l'Ohio. Peut-être pourrions-nous organiser une évaluation plus informelle, reflétant mieux nos circonstances particulières. L'expression de Meshum resta aimable mais ferme. J'apprécie vos considérations régionales, frère Samuel, mais les normes de l'Union s'appliquent également à toutes les communautés, quel que soit leur emplacement. Les pratiques Shakers authentiques sont universelles, non sujettes à variations régionales. Nous commencerons demain matin avec les registres de membres et les registres d'enterrement. Ce soir-là, la famille Richardson tint une réunion d'urgence dans les quartiers privés de Samuel, leur voix basse mais leur panique évidente. Mère Sarah Richardson, malgré sa faiblesse apparente, prit en charge la séance stratégique avec l'autorité de quelqu'un habitué à gérer les crises. « Cet homme sait des choses que nous ne pouvons pas simuler », chuchota-t-elle avec urgence. « Il demande une documentation que nous ne pouvons pas fournir sans tout révéler. Nous devons retarder, détourner, et si nécessaire, éliminer la menace avant qu'il ne termine son enquête. » Frère Isaiah Richardson fut le premier à articuler l'étendue de leur vulnérabilité. Il demande des registres remontant à 5 ans, mais nos problèmes datent de bien plus longtemps. Les chiffres d'adhésion à eux seuls nous condamneront. Nos livres indiquent 400 membres, mais nous en avons peut-être 250 réellement présents ici. Les registres d'enterrement sont encore pires. Il y a des tombes pour des gens censés être partis vers d'autres communautés. Sœur Anna Collins ajouta une dimension encore plus terrifiante à leur situation. Il a déjà relevé des incohérences dans la correspondance que j'entretiens avec d'autres communautés. Il connaît des conventions d'écriture shaker que je n'ai jamais apprises. Et il pose des questions sur les enseignements de Merli auxquels nos gens ne peuvent peut-être pas répondre, car ils n'ont jamais été correctement instruits. Les premières tentatives de la famille Richardson pour retarder et détourner l'enquête de Mechum n'eurent pour effet que de renforcer ses soupçons et sa détermination à découvrir la vérité. Lorsqu'ils prétendirent que certains registres étaient conservés dans un bâtiment endommagé par de récentes tempêtes, il fit remarquer qu'aucun bâtiment ne montrait de traces de dégâts. Quand ils proposèrent d'interviewer certains membres capables de confirmer les pratiques communautaires, il insista pour choisir lui-même les sujets d'entretien au hasard à partir de la liste complète des membres. Le réseau de surveillance du frère Caleb Richardson, si efficace pour surveiller les membres dits de la communauté, se révéla inutile contre un enquêteur qui comprenait l'importance de la sécurité opérationnelle. Mechum variait ses routines, menait ses entretiens dans différents lieux et semblait intuitivement savoir quand il était observé. Ses questions lors des entretiens révélaient une connaissance des pratiques de shaker authentiques rendant impossible le maintien des tromperies. Plus dangereusement encore, certains membres survivants de la communauté commencèrent à réagir à la présence spirituelle authentique de Mechum d'une manière qui terrifia la famille Richardson. Sœur Mary Caldwell, témoin de la mort suspecte du frère Thomas Whitman plus de 20 ans auparavant, fut attirée par l'authenticité évidente de Mechum et commença à partager ses observations, longtemps refoulées, sur les membres mystérieusement disparus. L'effet psychologique de la présence de Mechum sur les membres de la communauté fut profond et immédiat. Pour la première fois depuis des décennies, il rencontrait quelqu'un dont l'autorité spirituelle ne reposait ni sur la peur, ni sur la manipulation, ni sur la violence psychologique. Ses questions douces sur leurs expériences, sa connaissance évidente des pratiques authentiques des Shakers et sa véritable sollicitude pour leur bien-être spirituel créaient une atmosphère où des doutes et des souvenirs
longtemps enfouis, commençaient à remonter à la surface. Frère Jeremiah Richardson, dont les ateliers de menuiserie assuraient une part cruciale des revenus de la famille, vit ses ouvriers devenir de moins en moins productifs, passant de plus en plus de temps à discuter avec Mechum des techniques artisanales, shakers traditionnelles, qu'il n'avait jamais apprises. Ces conversations révélaient des lacunes dans leurs connaissances qui rendaient évident le fait qu'ils ne recevaient pas la véritable formation shaker. Le système de dortoir, strictement contrôlé par Sir Rebecca Richardson, commença à se désintégrer, les femmes de la communauté posant désormais des questions sur des pratiques shakers dont elles n'avaient jamais entendu parler avant l'arrivée de Mechum. Son autorité, jusque-là absolue, paraissait soudain incertaine face à l'authenticité spirituelle et à la douceur évidente du visiteur. L'enquête prit un tournant décisif lorsque Mechum demanda à accéder au cimetière de la communauté pour une cérémonie privée en mémoire des membres disparus. La famille Richardson ne pouvait refuser une requête aussi raisonnable sans éveiller de soupçons, mais ne pouvait pas non plus le laisser examiner les sépultures de trop près sans risquer de révéler leurs crimes. Frère Caleb se porta volontaire pour escorter Mechum au cimetière, espérant contrôler ce qu'il verrait et limiter son temps parmi les tombes. Mais l'œil exercé de Mechum remarqua immédiatement des incohérences passées inaperçues pendant des décennies. Les schémas d'enterrement ne correspondaient pas aux dates de décès figurant dans les registres officiels, et l'état des pierres de tombale suggérait beaucoup plus d'inhumations que le nombre de morts enregistrés ne pouvait l'expliquer. « Frère Caleb, dit doucement Mechum alors qu'il se tenait parmi les pierres, j'ai remarqué certaines irrégularités dans vos registres d'inhumation. Cette pierre indique que le frère William est mort en 1829, mais vos lettres montrent encore des correspondances de lui datées de 1830. Comment expliquez-vous cette contradiction ? La réponse de Caleb trahissait la panique qui gagnait toute la famille. Vénérable Mechum, il y a peut-être eu une erreur dans nos registres. Notre sœur responsable des documents tient des archives volumineuses, mais même la plus méticuleuse des gardiennes de registres peut faire des erreurs quand elle s'occupe de tant de membres pendant tant d'années. L'expression de Mechum resta pensive, mais sceptique. Je comprends que la tenue des registres puisse être difficile, mais les communautés Shakers sont réputées pour la précision extrême de leur documentation des décès et départs. Les incohérences que je constate suggèrent des problèmes systémiques, pas de simples erreurs isolées. Cette nuit-là, Mechum fit une découverte qui allait révéler toute l'ampleur des crimes de la famille Richardson et mettre fin à leur règne de terreur de 27 ans. Dans la nuit du 15 mars 1834, incapable de dormir à cause des soupçons croissants suscités par les anomalies découvertes au cours de 3 semaines d'enquête, il décida d'examiner le cimetière de la communauté à la lueur de la lune, espérant confronter les registres funéraires aux tombes réelles sans la surveillance de la famille Richardson. Ce qu'il découvrit raconta 2 histoires complètement différentes. Le cimetière officiel, entretenu pour les visiteurs et les inspections, comptait environ 40 tombes, avec des pierres gravées entre 1807 et 1834, soigneusement disposées en rangées régulières et clairement coûteuses à fabriquer. Mais l'œil expérimenté de Mechum, affûté par des décennies de gestion de véritables communautés Shakers, remarqua des irrégularités dans le sol révélant une réalité beaucoup plus sinistre. De subtiles dépressions et différences de couleur de terre indiquaient de nombreuses inhumations supplémentaires sans marque visible. Le sol de ces zones, non marquées, avait été remué, puis laissé se tasser, formant des affaissements à peine perceptibles pour un œil non averti, mais évident pour qui savait comment évoluent les terrains funéraires au fil du temps. La végétation trahissait elle aussi la vérité. Certaines zones présentaient une croissance différente, signe de sol régulièrement retourné et remplacé. Plus glaçant encore, en examinant attentivement les tombes datées, Mechum se rendit compte que nombre de ces dates correspondaient exactement au départ supposé de membres censés avoir quitté Pleasant Hill pour fonder de nouvelles communautés,
ou rendre visite à des proches. L'incohérence était flagrante. Comment quelqu'un pouvait-il mourir et être enterré à Pleasant Hill le même jour où il était officiellement parti pour l'Ohio ou le Tennessee? Son examen systématique révéla un schéma de tromperie si élaboré qu'il témoignait d'années de planification méthodique. Des membres censés être morts de causes naturelles reposaient à côté de ceux, soi-disant partis en mission, dans des territoires lointains. Les dates formaient une chronologie d'élimination systématique coïncidant parfaitement avec les périodes de crise, quand la communauté risquait d'être exposée ou de se révolter. L'enquête de Mesham fut interrompue par Sir Mary Caldwell, qui observait depuis la fenêtre de son dortoir et comprit qu'elle tenait enfin l'occasion de révéler la vérité qu'elle portait depuis plus de 20 ans. Se glissant dans l'obscurité avec un courage désespéré, elle rejoignit le cimetière, s'adressant à Mecham d'une voix pressée et tremblante. « Dieu vous a envoyé pour révéler la vérité que nous n'avons jamais osé dire. Ce que vous voyez ici n'est qu'une petite partie de ce que la famille Richardson a fait subir à cette communauté. » Dans un murmure parmi les tombes, Mary dévoila l'horreur qu'elle avait gardée en silence. « Je les ai vus enterrer des gens en pleine nuit, » dit-elle, sa voix brisée par la peur et le soulagement. La famille Richardson ne dirige pas simplement cette communauté. Elle assassine méthodiquement tous ceux qui menacent d'y son pouvoir ou osent m'exposer des questions. Son témoignage, livré à voix basse pour éviter d'être entendu, peignit le tableau d'une élimination systématique dépassant largement le meurtre occasionnel. Pleasant Hill n'était rien de moins qu'un camp de la mort déguisé en communauté religieuse. Mary poursuivit, la voix tremblante. « Sœur Hannah Collins garde des poisons dans les réserves de la cuisine. Je l'ai vue préparer des repas spéciaux pour ceux qui posaient trop de questions. Frère Thomas Whitman n'a pas été le premier. C'est juste la première fois que j'ai eu le courage de comprendre ce qui se passait. » Puis elle révéla d'autres aspects terrifiants du réseau criminel. Frère Caleb sait qui veut partir avant même qu'ils le disent. Il lit leurs lettres privées, écoute aux portes des dortoirs. Il garde une liste de personnes qu'il appelle « problèmes » et elles disparaissent quelques jours après. Elle jeta un regard inquiet vers les bâtiments. Frère Jeremiah, c'est lui qui se débarrasse des corps. Il enterre des gens dans tout le Kentucky pendant ses livraisons de meubles. Je l'ai vu charger des charrettes couvertes la nuit et revenir avec les mains pleines de terre. Mais la révélation la plus épouvantable fut celle d'un trafic humain. Mary expliqua que la famille vendait les membres jeunes et robustes à des planteurs et industriels du Sud comme serviteurs sous contrat. « Ils ne tuent pas tout le monde, » dit-elle. « Les jeunes, les forts, ils les vendent. L'entreprise de semences de frère Isaiah n'est qu'une couverture. En réalité, ils livrent des gens à des acheteurs dans tout le Sud. » Elder Mecum comprit alors que Pleasant Hill n'était pas une communauté shaker corrompue, mais une entreprise criminelle n'ayant jamais eu le moindre lien authentique avec la foi. Mary raconta comment la famille avait probablement assassiné les véritables dirigeants Shakers fondateurs, puis usurpé leurs identités pour hériter d'une communauté déjà constituée. « Le vrai ancien Samuel est mort en 1808, murmura-t-elle. J'étais une enfant, mais je me souviens de lui. Il était doux, préoccupé par notre âme, pas par le profit. Celui qui se fait appeler Samuel Richardson aujourd'hui est quelqu'un d'autre. » Les implications de ces révélations frappèrent Tom Mesham de plein fouet. La famille Richardson avait non seulement commis des meurtres de masse pendant plus de 25 ans, mais avait aussi détruit la véritable communauté shaker qui avait existé avant eux, pervertissant la foi et la dévotion en instruments d'exploitation et de mort. À l'aube, Mecham se retrouva face à un choix terrible. S'il affrontait directement la famille Richardson, il serait tué avant de pouvoir alerter quiconque. Mais s'il quittait Pleasant Hill pour chercher de l'aide, la famille éliminerait probablement tous les témoins avant que les autorités n'interviennent. Le poids de près de 300 vies perdues et des 250 âmes encore prisonnières de cet enfer pesait sur lui tandis qu'il s'agenouillait parmi les tombes silencieuses. Mary Caldwell attendait à ses côtés, son destin désormais lié à ses décisions.
Autour d'eux, le cimetière gardait ses secrets dans l'obscurité précédant l'aube, témoin de décennies de meurtres systématiques déguisés en dévotion religieuse. La décision de Micum déterminerait si le règne de terreur de la famille Richardson continuerait, ou si la justice viendrait enfin à Pleasant Hill, après 27 ans d'horreur soigneusement dissimulée. La décision de l'ancien Mesham de fuir Pleasant Hill dans les heures précédant l'aube du 16 mars 1834, emmenant Mary Caldwell avec lui comme témoin, mit en marche les événements qui allaient finalement rendre justice aux victimes de la famille Richardson. Ils chevauchèrent toute la nuit jusqu'à Harrodsburg, où Micum convainquit le shérif Morrison et un maréchal fédéral d'organiser immédiatement une descente sur la communauté. Armé du témoignage détaillé de Mary et de la documentation de Meacham sur les nombreuses irrégularités qu'il avait découvertes, l'implication des autorités fédérales s'avéra cruciale, car il fut révélé plus tard que le shérif Morrison recevait régulièrement des paiements de la famille Richardson en échange de son aveuglement volontaire à leurs activités. Le maréchal fédéral, le capitaine James Crawford, arriva avec un détachement de 12 hommes et une autorité légale qui surpassait la juridiction locale, garantissant ainsi que la famille Richardson ne pourrait pas utiliser son réseau d'officiels corrompus pour échapper à la justice. Ce que les autorités découvrirent à leur retour à Pleasant Hill fut une scène qui hante encore les archives de la police du Kentucky à ce jour. La famille Richardson, réalisant que leur exposition était inévitable, avait pris la décision désespérée d'éliminer tous les témoins et de s'enfuir avec toutes les richesses transportables qu'ils pouvaient emporter. Sur les 250 membres de la communauté qui étaient encore en vie lorsque Micum était arrivé 3 semaines plus tôt, seulement 37 furent se retrouver vivants au moment de la descente. Les survivants, découverts enfermés dans des sous-sols sous les principaux bâtiments de la communauté, racontèrent des histoires révélant l'ampleur réelle des crimes de la famille Richardson sur près de 3 décennies. Ils avaient été enfermés sans nourriture ni eau pendant 2 jours, tandis que la famille débattait de savoir s'il fallait tous les tuer ou sélectionner les plus précieux pour être vendus à des acheteurs lointains avant de fuir définitivement le Kentucky. Ces survivants, choisis pour leur jeunesse et leur capacité physique plutôt que par compassion, constituaient la preuve la plus solide des opérations de traite humaine de la famille. Plusieurs avaient donc été marqués pour être vendus à des propriétaires de plantations du Mississippi et de l'Alabama, les arrangements de transport déjà finalisés et les paiements reçus. Leurs témoignages révélèrent une opération systématique qui avait vendu des centaines de membres de la communauté comme esclaves, tout en maintenant la façade de départ volontaire pour le travail missionnaire. Les preuves de matériel découvertes lors de la descente confirmaient chaque détail horrifique des témoignages des survivants. Des sites d'enterrement cachés furent trouvés sur toute la propriété de la communauté, contenant des restes montrant des signes d'empoisonnement, d'étranglement et de traumatisme. Les sites funéraires étaient méthodiquement organisés et des cartes détaillées trouvées dans l'atelier de Jeremiah Richardson indiquaient l'emplacement de chaque tombe cachée. Les chercheurs découvrirent plus de 150 tombes anonymes disséminées sur des milliers d'acres, beaucoup contenant plusieurs corps éliminés à la même période. L'état des restes, combiné aux objets trouvés dans les tombes, confirma que la famille Richardson assassinait systématiquement des membres de la communauté depuis au moins 1812, les meurtres s'étant accélérés ces dernières années, à mesure que leur confiance grandissait. Dans les quartiers privés de la famille Richardson, les enquêteurs trouvèrent des registres détaillés documentant leurs opérations de traite humaine avec la précision d'une entreprise légitime. Les dossiers incluaient les noms des acheteurs, les prix payés pour chaque individu et des descriptions détaillées des marchandises vendues. L'opération avait généré plus de 40 000 $ de profit au cours de la dernière décennie, dépassant largement leurs revenus d'activité légitime. Peut-être plus glaçant encore fut la découverte du journal personnel de Martha Richardson,
qui révélait les techniques psychologiques que la famille avait développées pour maintenir le contrôle sur leurs victimes. Le journal, écrit sur 15 ans, documentait des expériences systématiques de manipulation humaine d'une sophistication et d'une cruauté remarquables. Martha ne montrait aucun remords pour les centaines de vies détruites par sa famille. Ses écrits contenaient des observations cliniques sur les méthodes les plus efficaces selon les types de personnalités, des analyses détaillées sur la manière de briser la résistance psychologique et des stratégies pour étendre leurs opérations à d'autres États. Le journal contenait également des profils psychologiques détaillés de chaque membre de la communauté, mis à jour régulièrement à partir des observations d'un réseau d'informatrices. Ces profils incluaient des évaluations de la valeur de chaque personne comme travailleur, de son potentiel de résistance, de son utilité pour la reproduction et de sa pertinence pour divers types d'exploitation. Le sort de la famille Richardson fut rapide et décisif, bien que leur procès ait révélé des détails qui choquèrent même les agents de la loi les plus aguerris. Samuel, Martha et leurs 6 enfants adultes furent arrêtés et inculpés pour meurtre, enlèvement, fraude et traite humaine. Le procès, mené à Francfort durant l'été 1834, attira l'attention nationale. Les journaux du pays entier relatèrent de l'ampleur sans précédent de leurs crimes. Les témoignages dressèrent le portrait d'un mal systématique qui défiait la compréhension humaine. Témoins après témoins décrivirent des décennies de tortures psychologiques, de violences physiques et de meurtres organisés avec une efficacité industrielle. Les preuves étaient vendées si accablantes que le jury n'eut besoin que de 2 heures pour rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Les 7 membres de la famille Richardson furent condamnés à mort et exécutés en octobre 1834 devant des foules comprenant d'anciens membres de la communauté qui avaient enfui ou été vendus des années auparavant. Ces exécutions offrirent un semblant de justice, mais elles ne purent y rendre les vides perdus, ni guérir les traumatismes des survivants. Les 37 survivants durent affronter le défi écrasant de reconstruire leur existence après des décennies d'abus psychologiques et physiques qui avaient détruit leur identité. Beaucoup souffraient de ce que l'on appellerait aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique sévère, incapables de faire confiance aux autorités, aux institutions religieuses ou même à leur propre jugement. Certains ne se rétablirent jamais, passant le reste de leur vie dans des institutions d'État, hantés par les souvenirs des horreurs vécues. D'autres trouvèrent la force de reconstruire leur vie grâce à des communautés religieuses sincères qui leur apportèrent soutien psychologique et aide matérielle. L'Union des communautés Shakers de l'Ohio, dirigée par l'ancien Maycomb, créa un fonds spécial pour aider les survivants de Pleasant Hill à réintégrer une vie normale, leur offrant soutien financier, formation professionnelle et accompagnement. L'État du Kentucky scella discrètement la plupart des dossiers de l'enquête de Pleasant Hill, craignant que la divulgation complète des faits nuise à la réputation de la région et décourage l'installation de communautés religieuses dans le Bluegrass. Les bâtiments furent finalement démolis sous supervision étatique et les terres vendues à des fermiers privés, à qui l'on dit simplement que la communauté s'était dissoute pour raisons financières. Ce secret permit aux rumeurs et spéculations de remplacer les faits, et les souffrances des victimes ne furent jamais pleinement reconnues. Les historiens modernes qui ont eu accès au dossier estiment que la famille Richardson a assassiné ou vendu plus de 400 personnes durant leurs 27 années d'activité. Le nombre réel pourrait être plus élevé encore, car leur registre visait les profits plutôt que la documentation complète des crimes. Cette tragédie montre combien la foi religieuse peut être utilisée comme arme par ceux qui maîtrisent la psychologie du contrôle. La famille Richardson réussit pendant près de 3 décennies en exploitant les aspirations spirituelles les plus profondes des gens, transformant le désir de connexion divine en outil d'oppression et de meurtre. Leur succès dépendait de l'isolement imposé à leurs victimes, les coupant de tout soutien extérieur
et rendant toute résistance presque impossible. Le drame de Pleasant Hill nous rappelle que le mal se déguise souvent en vertu, utilisant le langage de la spiritualité et de la communauté pour masquer la pire des exploitations. Leur capacité à maintenir cette façade pendant tant d'années démontre l'importance vitale de préserver les liens entre les communautés religieuses et la société au sens large, afin que l'isolement ne permette jamais à l'abus de prospérer dans l'ombre. Penses-tu que toute la vérité a été révélée, ou que des secrets plus sombres dorment encore dans les archives de scellés du Kentucky? La décision de l'État de garder la plupart des documents classifiés suggère que l'ampleur réelle des crimes de la famille Richardson ne sera peut-être jamais entièrement comprise. Si cette histoire t'a captivé, partage tes théories dans les commentaires. Abonne-toi et active la cloche pour découvrir d'autres récits d'horreur et de mystère.